R plus X, R moins X. Ça doit être instinctif. Ici, deux choses importantes, c'est-à-dire qu'on va avoir ici la tension d'erreur. J'ai acheté du câble et j'ai fait 6,97 m, soit un quart d'onde. C'est toujours ça l'objectif. C'est le 1 sur 1. Bon, questions qui empêchent le radioamateur de dormir. Les questions qui empêchent le radioamateur de dormir, c'est est-ce que mon antenne est bien adaptée? Avec quel est le ROS? Quel est le ROS en début? Quel est le ROS au milieu de la bande et vers la fin de la bande? Dans le temps, des petits diagrammes ainsi, quand on achetait par exemple une iGain TH3 Junior, il y avait des diagrammes comme ça qui expliquaient que, voilà, suivant pour la régler en bas de bande pour la télégraphie, ben, on avait ça, pour le haut de bande, on avait ça. Et voilà, le jour d'aujourd'hui, on ne regarde plus tellement ce petit graphique, mais on voudrait savoir si on est à peu près bon ou à peu près mauvais. Et donc ceux qui faisaient de la phototélégraphie et de la téléphonie, ils se mettaient un petit peu entre les deux et ils avaient un petit peu de mal dans les bouts de bande. L'autre question c'est, j'ai acheté un rouleau de câble, la madame au stand italien elle est très jolie et elle me dit que c'est du câble à très faible perte parce que la couleur est rouge. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Non, c'est vrai. C'est comme ça. On se laisse prendre parfois pour ça. Ou est-ce que mon filtre qui était taillé pour 14 mégas, est-ce qu'il est encore bien réglé ou est-ce qu'il est tout à fait de travers? Et je prends l'exemple ici d'un filtre Dune Star. Donc ça, ce sont les questions qui, en général, taraudent les radioamateurs. La réponse dans le côté ROS, la réponse sera une courbe du ROS en fonction de la fréquence. Le ROS, c'est Vmax sur Vmin, c'est cette antenne sur 50 ohms ou 50 ohms sur cette antenne. C'est également exprimé d'une autre façon, ce qu'on appelle le return loss, ou j'aime bien celle-là, ou S11. Return loss, c'est 10 logarithmes de la puissance réfléchie sur la puissance incidente. C'est exprimé en dB. Et la relation en dessous, c'est celle qui donne l'équivalent en ROS. Return loss ou S11, est-ce que c'est la même chose? Je dirais oui et je dirais non. C'est le même nombre. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Donc, l'autre chose qui nous taraude, c'est quand on veut mesurer la perte d'un câble, c'est la perte d'insertion qui est importante, c'est-à-dire la puissance qui sort du bout du câble, sur la puissance qu'on y a mise, exprimée en dB. Ça fait 10 log de PS sur PI, exprimé en dB, et la courbe de réponse, ce câble, il est bon jusque 200 MHz, après il commence à perdre quand même beaucoup. Et le nano-VNA va permettre de nous donner une réponse. Alors avant d'aller vraiment à la réponse, il faut quand même se rappeler quelques histoires relativement simples. Lorsque on aborde le courant alternatif, eh bien, on voit les trois comportements des trois éléments, c'est-à-dire de la résistance, de la self et de la capacité. Pour la résistance, le courant est en phase avec la tension. Quand on met ça d'une façon vectorielle, on voit les deux vecteurs qui sont ensemble et qui tournent ensemble. Et la loi d'Ohm est toujours valable, c'est I est égal à U sur R. Et donc le courant est en phase avec la tension. Premier cas de la résistance. Deuxième cas, la self. On prend une self pure au départ, on prend une self pure, et donc on a le courant qui est déphasé
en retard. On a donc la forme de la tension et du courant là-bas, déphasage de 90 degrés en retard en arrière. Troisième cas, c'est le condensateur. C'est le condensateur, et là c'est le contraire, le courant est en avance sur la tension. Et donc voilà, ça fait partie des, je vais dire, des fondements, des bases de l'électricité, et que ceux qui suivront le cours à REC avec nous, ben, verront ça en détail. Alors, malheureusement, la nature est plus complexe que ça, et on a généralement une combinaison de self et de capacité. Le courant sera de nouveau en retard, mais cette fois-ci d'un angle phi, qui ne sera pas 90 degrés, qui sera moins que 90 degrés. Quand on fait la somme des deux, on écrit R, on écrit Z est égal à R plus J oméga L, ou R plus J. Et quand on a la capacité, quand on a la résistance et la capacité, c'est l'autre formule que vous voyez. Et donc vous voyez apparaître là quelque chose qui est le J. Et le J, au fait, c'est ce que je pourrais appeler un attireur d'attention. Si à l'époque il avait existé des surligneurs rouge, vert et bleu, on aurait mis le X en rouge par exemple d'un côté, et de l'autre côté on l'aurait mis en bleu, qui voudrait dire que d'un côté c'est en avance, de l'autre côté c'est en retard. Or ça c'est un petit peu difficile à écrire, de se promener avec ses marqueurs, et donc on a inventé cette notion d'opérateur imaginaire. En retard ou en avance, comment dire que c'est déphasé de 90 degrés? On sait que déphasé de 180 degrés, c'est relativement simple. On met un petit moins devant, moins 1, là c'est facile. Alors la question c'est, déphasé de 180 degrés, c'est au fait 2 fois déphasé de 90 degrés, et donc on arrive tout doucement à imaginer un opérateur que l'on appelle imaginaire, pour dire que c'est déphasé de 180 degrés, c'est déphasé de 2 fois 90, et cet opérateur est imaginaire, et donc on écrit un petit i devant le nombre pour les mathématiciens. Les mathématiciens ont écrit un petit i, parfois devant, parfois derrière, ça dépend des auteurs. Le problème c'est que les électriciens, ils avaient déjà le i pour le courant, donc ils ont inventé quelque chose, c'est le j. Et donc on a ces deux opérateurs imaginaires. Alors figurez-vous qu'il y a certains radioamateurs qui parviennent à combiner dans leur indicatif le i et le j. Ou N4IJ. Ah bon? Merci Pierre. Alors, donc j fois j c'est moins 1, et donc j c'est racine carrée de moins 1, j carré c'est moins 1, j cube c'est moins j, j exposant 4 c'est plus 1. Donc ça c'est un truc de ouf, mais qui va nous faciliter l'écriture et aussi le calcul. Je m'arrête là, point de vue mathématique. Ce sera assez pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, une impédance complexe, donc on peut la représenter dans un plan. 0 ohm, 10, 20, 30, 40, 50, 100, etc., etc. On a les inductances positives de ce côté-là et les inductances négatives de l'autre côté. Et donc, par exemple, une self de 1 microhenry, ça représente une impédance de 88 ohms à 14 mégas, et ça va se représenter par un point là-bas. Si on a une résistance pure de 50 ohms, elle va se représenter ici. À ce moment-là, il n'y a pas de J positif, il n'y a pas de J négatif, c'est vraiment sur l'axe. Et quand on représente un condensateur de 230 picofarads à 21 MHz, ce sera par exemple moins 33 ohms, et donc ce sera sur l'axe ici. Et quand c'est un cas général, ce sera un point dans ce plan-là que l'on appelle un point dans l'axe. La première chose que l'on va faire, c'est d'abord normaliser, c'est-à-dire qu'on va simplifier ça. C'est-à-dire que la première simplification qu'on va faire, c'est, puisqu'on est dans un système à 50 ohms, on va tout diviser par 50. Donc ce 50 ici devient le 1 là-bas, le 100 devient 2, le 100 en X positif, ça devient 2 là-bas, et de l'autre côté c'est moins 2.
Et donc ça c'est la première normalisation. Donc on divise tout par ça. Donc les résistances négatives n'existent pas, donc ça c'est une zone interdite, c'est une zone dans laquelle on ne viendra pas. Alors, il y a un certain monsieur Philippe Agar Smith, à Gare du Nord, et c'est Smith, hein, pas Schmidt, hein, il n'y a pas de H. Smith, il a trouvé une solution pour faire des calculs sur des lignes d'impédance. Il a commencé ses études aux environs de 1936, et en 1939, il a publié un truc dans le Electronic Magazine, suivant. Il a introduit cette fameuse formule était connue, mais il a introduit une méthode graphique pour pouvoir calculer ça beaucoup plus facilement, et pas pour pouvoir calculer, mais sûrement pour pouvoir la représenter et surtout l'évaluer. Alors c'est la bague de Smith, merci monsieur Smith. Alors on reprend notre plan d'impédance qui était comme ça. Et pour arriver à la bague de Smith, il suffit de tout doucement se dire, en fait, cette ligne-là, je peux la dessiner un petit peu en oblique, je peux la dessiner comme un arc de cercle, etc., etc. Je peux, celle-ci aussi, je peux la courber. Et si on courbe toutes ces lignes-là, et que la ligne à l'infini, on la met là, on obtient la bague de Smith. Donc ça, c'est un bague de Smith simplifié. Suivant. Ce qu'il faut retenir de la bague de Smith, c'est ceci. C'est pas compliqué. Il faut savoir que, on se rappellera du plan d'impédance, ça c'est le court-circuit. Ça c'est le circuit ouvert, c'est l'infini. Et au milieu, c'est l'adaptation parfaite où on a notre impédance, nos 50 ohms. Il faut aussi savoir que quand on va se promener sur cette ligne-ci, ce sera toujours du résistif pur. Si on va se promener par ici, sur ces lignes-ci, ce sera du capacitif, et au-dessus, ce sera du selfie. C'est tout ce que vous devez savoir. Alors voilà la bague un petit peu plus complète, je vais dire, où on a mis toutes les valeurs intermédiaires, mais je vais dire que souvent, pour comprendre le processus, on utilise souvent un truc un petit peu simplifié, avec vraiment le minimum de valeurs. Ceci était déjà une révolution pour faire des calculs concernant des lignes. Alors, la bague de Smith est un outil merveilleux. Avec un compas, une latte et un crayon, on peut représenter une impédance, je vous l'ai montré. Il suffit de mettre un point, de repérer et de mettre un point, calculer des circuits, étudier les lignes de transmission. C'était ça le but. Hein. C'était ça au départ, la grosse question. C'était étudier les lignes de transmission. And much more. Et beaucoup plus. Mais aujourd'hui, on va se focaliser presque uniquement, sur la représentation d'une impédance sur la bague de Smith. C'est probablement Rode et Schwartz qui a fabriqué le ZG diagraphe de 30 à 300 MHz. On en a eu un au Boulder. Quand je suis rentré en 74, il y avait un ZG diagraphe. Ça pesait 70 kg, il y avait une personne qui savait s'en servir. Une seule. Et puis, il y a eu des appareils Hewlett-Packard, CMI, avec toute une série de produits. Et puis, il y a eu Agilent et Rode Schwartz qui s'est remis dedans. Et puis, il y a eu dans les années, je ne sais plus combien, 80-90, un radioamateur qui a développé le VNWA. Le W, c'est pas le W de Linux, mais c'est le W de Windows. Parce que son appareil avait besoin d'un PC, d'un ordinateur qui tournait sous Windows. Et puis, nous avons eu en 2012 une petite révolution. C'est-à-dire qu'on a eu Takahashi, de Hoko Aiko, qui est un radioamateur. Vous voyez que c'est Hashi une fois et pas Hashi 3 fois. Qui a publié un petit kit qui s'appelait sous forme de. Qui s'appelait EDI 555, qui est open source et qui est basé quand même sur le travail de DG8 SAQ.
Et il en est découlé un VNA, un nano-VNA et une série de nano-VNA qui ont été copiés. Alors, une des définitions du VNA, d'abord, c'est un terme en anglais. Et donc, en anglais, le terme le plus important, c'est le dernier. Donc, c'est un analyseur, un appareil de mesure. Le N, c'est de network, un réseau, et plus particulièrement un quadripôle. Alors, une antenne, c'est aussi un quadripôle, mais un petit peu particulier, parce que, effectivement, il a une entrée, mais il n'y a pas des bornes de sortie. Il n'y a pas des bornes de sortie. Et alors sur vector, c'est parce que on définit une valeur scalaire comme étant unique, on la définit uniquement par sa grandeur, c'est par exemple la masse, le temps, la température, tandis que vector, il faut une définition avec une direction, une grandeur et un sens. Et pour le VNA, c'est une tension et une phase. On y trouve trois changements de fréquence, 1, 2, 3. On y trouve un générateur qui va nous donner la fréquence. On y trouve quelque chose qui va permettre de transformer les niveaux ici audio. On a le niveau audio qu'on mesure. Il va permettre de transformer les niveaux audio en valeurs numériques. Et puis on va avoir un microprocesseur qui va traiter tout ça. Et très important, c'est son écran aussi. Parce que DG8 SAQ, lui, il fallait transporter un ordinateur. Donc si vous vouliez mesurer une impédance de votre antenne avec un métrique que vous allez monter sur le toit, c'est un petit peu difficile d'aller transporter un PC. Donc, il y a 3 convertisseurs de fréquence. On peut encore cliquer une fois, non, je pense. Voilà, donc ça on en a parlé. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? On va un petit peu voir plus en détail. On a un pont de mesure qui mesure l'impédance. On a notre oscillateur ici qui fournit 2 signaux. Ce signal-là va permettre d'être mélangé. Ça, c'est le signal qui va alimenter notre pièce que l'on va mesurer. Et donc, on va déjà avoir ici 2 choses importantes, c'est-à-dire qu'on va avoir ici la tension d'erreur. La tension d'erreur qui va nous permettre d'évaluer, de calculer R plus X. Et on va avoir la tension de référence, c'est-à-dire la tension que l'on applique sur ce pont de mesure. Vous remarquez que ce qu'on va mesurer se trouve ici entre la masse et l'alimentation. D'autre part, si on doit mesurer la perte d'un câble ou l'atténuation d'un filtre, on va devoir avoir, on a besoin de mesurer la tension qui sort de ce filtre-là. Donc on a une 3e voie qui est par ici, où on va mesurer ce qui sort du filtre. Les 3 signaux ici nuls, les 3 changements de fréquence, fournissent tous les 3 un signal qui est dans la gamme des basses fréquences. Donc c'est quelque chose entre 1 et 12 kHz. Au moment où DG8 SAQ a fait son développement, je pense qu'il n'existait pas de circuit qui faisait une conversion analogique numérique triple. Je crois qu'il n'existait que des doubles. Alors il a dû utiliser un commutateur supplémentaire. Donc ça c'est version DG8 SAQ et version nano-VNA. C'est un petit peu tout légèrement différent puisqu'on n'a plus besoin de ça, on a les 3 canaux. Ça va? Conversion numérique, puis calcul de R plus ou moins Jx. On en reviendra toujours. Aujourd'hui on ne parlera que de R plus ou moins Jx. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
ça c'est le pont. Et on se souviendra aussi que dans les années 70-80, un chouette labo d'électronique avait toujours un pont de cette forme-là. Lorsque vous voyez écrit R plus JX, automatiquement, mais alors automatiquement, vous devez avoir ça dans l'esprit. Tout de suite, dès que vous voyez R plus JX, vous devez voir une résistance avec en série une self. Lorsque vous voyez R moins JX, vous devez voir ça. Une résistance et une kappa en série. R plus JX, R moins JX. Ça doit être instinctif. C'est tout comme en décamétrique, lorsque vous entendez da di da di da da di da, ça veut dire C'est Q. voilà, ça doit être aussi spontané que ça doit vraiment être du réflexe. J'espère que c'est pas trop difficile jusqu'à présent. Pardon, tout le monde ? Si on connaît, donc on en est à la petite boîte de notre ami Cash, pas vos souhaits. Si on connaît R plus JX, alors on connaît l'impédance, c'est égal à rien. On peut représenter un point sur la bague de Smith et on va le montrer sur notre petit nano VNA. On connaît aussi le ROS, puisque c'est l'impédance de l'antenne, c'est-à-dire celle qu'on a calculée là divisée par 50 ou l'inverse pour avoir un nombre positif. Et c'est aussi le S11 ou le return loss, je vous ai dit, c'est la même valeur. Donc si vous mesurez un return loss de 23 dB, ce sera un S11 de moins 23 dB. Ça c'est par convention, par définition. Mais on s'en fout. Si vous dites le S11 est de 23 dB, j'aurais compris. C'est comme quand vous dites le ROS et le TOS, que vous mélangez les deux. J'ai bien compris et nous avons bien compris, on ne va pas se battre pour ça. On va débattre. On va débattre. Ça va? Alors, le VNA, c'est relativement simple. On va faire un balayage en fréquence, aux merveilles. On va trouver une fréquence, une courbe qui va représenter le SWR en fonction de la fréquence. Si j'ai une antenne qui va sur 7 mégas, par exemple, je vais balayer entre 6,5 et 7,8 MHz. Et donc, on va aussi voir la même chose sur la bague de Schmitt. On va voir la trace qui correspond à l'ensemble de toutes ces fréquences-là, de 6,5 à 7,5 par exemple. Donc, les deux questions qui empêchent le radioamateur de dormir: est-ce que mon antenne est bien adaptée à 50 ohms? Est-ce que mon filtre sur 14 MHz est bien réglé? Le VNA peut donner une réponse. Alors, il y a le nano VNA qui a un diamètre d'écran de 2,8 pouces, c'est petit, hein, et qui fait 320 sur 420 pixels. Il y a celui-là qui fait 7 pouces, et là on voit déjà un petit peu mieux ce qu'on fait. Et que, alors, très récemment, il est sorti le SAA de N, qui fait 4 pouces, un petit peu entre les deux. Avantage, celui-ci, il a déjà des fiches type N, type N, celui-là aussi, ça c'est encore du SMA, donc c'est un petit peu plus, peut-être un petit peu joué. Et il y a un logiciel avec ça. On peut d'abord mesurer le S11, c'est-à-dire l'adaptation, et il y a donc deux ports, et si on utilise un équipement dont on veut savoir l'atténuation, un câble ou sa courbe de réponse, etc., là on va plutôt mesurer le paramètre S21 qui représente la perte d'insertion et la courbe de réponse. Ce sont les deux grandes applications, mais c'était aussi ce qu'on voulait faire depuis le début. Ouais. Vu de plus près, deux ports, un qui s'appelle Channel 0, sur laquelle on mesure en général le réfléchi, et Channel 1 sur lequel on mesure la puissance transmise, la puissance qui sort du fil. Plusieurs traces que l'on peut activer au fur et à mesure, des diamètres d'écran qui sont de 74 mm à 180, des nombres de points de balayage aussi différents. Le nano, c'est 101 points, le gros, c'est 1001. Il y a également les plages dynamiques. Les plages dynamiques, pour celui-là, c'est de 50 dB, de 75 dB, et 75 dB pour l'autre.
Ce qui veut dire que ce sont des appareils qui conviennent bien pour des radioamateurs. Mais lorsque vous avez par exemple des problèmes très particuliers, très pointus, comme le réglage d'un filtre diplexeur pour un relais, où on a besoin d'obtenir des réjections de l'ordre de 90 dB, si pas plus, ça ne suffit pas. Donc c'est trop court. C'est trop court, ça ne suffit pas. Je vous rappelle, ça c'est très important. Ça vous devez, c'est comme le réflexe que vous avez avec les composants là-bas, vous devez vraiment avoir ça en mémoire, court-circuit, ligne ouverte, selfique, capacitif, et c'est là que je dois être. J'avais une autre petite image où on voit dans la grande vadrouille le bonhomme qui est en train de tirer avec la mitrailleuse. C'est ça qu'il faut viser. C'est ça qu'il faut viser. Il faut essayer d'être là. Et il faut être pratiquement là. Ça va? Alors, ce qui est important dans ces petits appareils-là, c'est qu'il faut d'abord choisir une plage de fréquence. On va d'habitude sur le menu Stimulus, Start and Stop ou Center and Span. On peut donc faire soit du je commence à telle fréquence et je termine à une autre, ou bien on peut dire je suis au milieu là-bas et je fais plus autant de mégahertz et moins autant de mégahertz. Alors, ce qu'il faut faire, c'est calibrer. Calibrer à chaque fois. Et on va avoir plusieurs choses à faire dans un certain ordre. Faites-les dans l'ordre dans lequel c'est indiqué dans votre appareil. D'abord open, donc on met un bouchon qui est un circuit ouvert. Et puis on fait la calibration. Et puis on met, quand on a fait ça, on met un bouchon short, c'est-à-dire un bouchon en court-circuit pour la calibration. Et puis un bouchon load avec une 50 ohms de précision. On va faire l'isolation. C'est-à-dire que on va garder le câble ouvert et sur CH1. Et puis on va faire le trou, c'est-à-dire mettre un câble entre CH1 et CH2 et faire la mesure. Ce qui est important, c'est qu'on va choisir notre plan de référence. Si vous avez un petit composant que vous pouvez directement mettre ici, eh bien vous allez définir que votre plan de référence, c'est ça. Si vous avez quelque chose de plus complexe où vous avez besoin d'avoir un câble de mesure, votre plan de référence, ça va être ici. Moi, je prends l'habitude de calibrer à chaque fois. À chaque fois. Comme ça, vous aurez, c'est une bonne chose que de calibrer. La calibration, comme je vous ai dit, permet de tenir compte des cartes de connexion. La plage de fréquence plus la calibration influence sur la précision de la mesure et aussi le nombre de points. Si vous avez un appareil qui fait 1000 points, ce sera plus précis qu'un appareil qui fait 100 points. D'accord ? Je vous conseille de commencer toujours par S11, c'est-à-dire la réflexion, le SWR, le ROS, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une chose. Et on peut ensuite, parce que c'est bien, parce qu'on voit tout de suite ce qu'on fait, mesurer la vague de son, mettre la vague de son. On peut activer ces deux traces. Il y a d'autres traces que l'on peut faire. Certains peuvent faire 5 ou 6 traces à la fois. Ne commencez pas par là. Faites-en 2. Ouais. Si vous savez déjà faire les 2 traces principales, c'est-à-dire S11 et S21, c'est déjà pas mal. C'est déjà, vous aurez une belle vision de ce que vous voyez. Alors, display, le format, par exemple, le S11, on peut l'avoir en termes de phase, on peut l'avoir en termes de delay, on peut l'avoir en termes de SWR, de résistance, de réactance. On peut avoir. Donc ça, il faut faire un choix dans les façons dont ce sera affiché sur l'écran.
disons que pour les WR, au début, il y a deux choses importantes. Soit vous le faites en termes de return loss. À la RTB, je le faisais toujours en termes de return loss. S1, je ne connaissais pas la RTB. Hein. C'est Jean-François qui me l'a appris, c'est vrai. Non, je rigole. Mais en termes de return loss, d'ailleurs le terme return loss, c'est quand même bien significatif. Ça veut bien dire bien ce que ça veut dire. Hein. S11, ça c'est autre chose. Hein. Alors, S11 au return loss, c'est le rapport de la puissance incidente sur la puissance réfléchie exprimée en dB. Le ROS, c'est, vous vous souvenez, le Umax sur le min le long d'une ligne. Et le troisième format, c'est le format R plus ou moins J. Si je faisais une mesure avec un petit bout de câble comme ça, donc je suis à 7 MHz, lambda 40 mètres, lambda électrique, c'est-à-dire sur un câble, c'est 40 mètres x 0,66, ça fait grosso modo quelque chose dans les 28 mètres. Donc j'ai un petit bout ici de 28 cm. En principe, ça ne doit pas faire de différence. En principe. Ça ne fait toujours qu'un centième. Hein. 28 cm par rapport à 28 mètres. Eh bien, donc avec ma connexion toute petite, j'ai la même chose qu'en haut. Hein. 31 plus J48, 42,5. Je mets un petit bout, 1 centième de lambda. C'est tout petit, hein. J'ai déjà plus d'un ohm de différence. C'est tout petit. C'est ridiculement petit. J'aurais peut-être pu faire plus petit encore, mais... Et la partie réactive passe de 42,5 à 47,3. Je regarde le SWR, comme dit mon appareil, et je passe de 3,082 à 3,62. C'est ce que moi j'appelle de l'erreur qui n'a pas d'importance. C'est la même chose. Alors je me suis dit, ben, si je suis à 1 centième de longueur d'onde, je vais quand même prendre un câble que j'ai et je vais essayer avec un petit peu plus long, 67 cm. 67 cm. Oula, ça commence déjà à être... il y a presque 10 ohms ici de différence. Il y a à peu près 10 ohms là. Et mon SWR, il est toujours 3,066. Il n'a pas bougé. Alors je me souviens de ces fameuses théories fumeuses, je ne sais pas si elles sont comment fumeuses, du quart d'onde. Alors je me suis dit, bon ben, on va quand même mettre d'abord un petit peu plus, on va d'abord mettre 3,20 m. Oula, 3,20 m. Ça passe de 31 à 151. Ça passe de plus J à moins J. Et mon SWR, il est toujours le même. Ouais, formidable. Ça, c'est 3,20 m. Ça, c'est mon câble qui appartenait à ma grande maison. Qui m'appartient maintenant. C'est celui avec lequel je faisais des mesures dans les faux paf. Alors, on dit, non, mais il y a cette fameuse histoire du quart d'onde. Donc j'ai acheté du câble. J'ai acheté du câble et j'ai fait 6,97 m sur un quart d'onde. J'ai rajouté ça dans la mesure. Bardaf lambardé, ça continue. Ça continue, 25,8 et moins J35. Mais mon SWR, il est toujours le même. Ah, quand même, formidable. Et puis je prends une demi-onde, c'est-à-dire que je prends 2 quarts d'onde et je les mets en série. Il va sortir tout son box. J'en ai plus à plus. C'est la preuve qu'il a fait des mesures réelles avec les quarts. Oui, oui, oui. Et alors j'obtiens 34,6 plus J 43,5 et j'obtiens toujours mon SWR. Donc ici, on a rejoint pratiquement ce cas-là. Alors je me suis dit, bah, oui, ça c'est important. C'est une note ça.
Je vais le dessiner. Je vais prendre un abac de suite. Et je vais dessiner. Ah ouais. Tous les points. Et je vais dessiner tous les points. Je pars d'ici. Puis ça c'est 28 cm. Ça c'est 67 cm. Ça fait 3,20 m. Ça fait un quart d'onde. Et hop, je reviens au même endroit. Et donc les anciens ne se sont pas trompés. Si je reprends ça d'une façon simplifiée, je suis parti de là, j'ai augmenté la longueur du câble et je suis précédent peut-être. Ah, le schéma. Voilà. Donc le départ, 28 cm, 67 cm, 3,20 m, 6,97 m et le double. La suivante. Et donc si je représente ça d'une façon un petit peu simplifiée pour garder le mécanisme est important à retenir. Le mécanisme est important à retenir. Si vous augmentez la longueur du câble, vous avez une mesure qui va aller dans ce sens-là. Et qui, pour lambda quart, va se trouver juste à l'opposition, et pour lambda demi, il va se revenir là-bas. Donc on fait un tour en lambda demi. C'est aussi quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Et le sens de rotation. Tout voir. Alors, ok, ça c'est l'impédance de truc. On pourrait refaire la même chose avec R moins JX. Et là-bas, on obtient 28,5 moins J45. Moralité, on ne nous a pas menti au coupleur. Alors un coupleur d'antenne, il est bien expliqué dans l'article de Jean-François. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un coupleur LC? Lorsqu'on met une self en série, on monte le bazar. Quand on a un condensateur en série, on descend. Alors ça, c'était dans le plan des impédances. Alors, si on met une self en série, vous vous souvenez, ça monte ou ça descend, eh bien ici, ça va monter comme ça. Si on met un truc en série, si c'est un L, il va aller dans ce sens-là, si c'est un C, il va aller dans l'autre sens. Ça, c'est quand on met quelque chose en série dans le coupleur. C'est un coupleur LC, je n'ai pas fait de dessin, mais les coupleurs LC, c'est en général ceci, self, et alors on a un condensateur variable, et alors on le met de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc, quand on met une self en série, quand on l'augmente, on va avoir le point qui va se déplacer sur un cercle comme ça. C'est un cercle de résistance constante. Donc, si je mets en série, je mets les deux images ensemble. Si je mets en série, je suis sur ce cercle-là. Si je suis en parallèle, je suis sur ce cercle-là. Suivant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans un coupleur? On va d'abord sur ce cercle-là unitaire, on monte avec une self en série, et puis pour ramener ici, on va mettre une capacité en série, en parallèle, pardon, pour arriver à la à 1 sur 1. Ça, c'est l'objectif. Hein. C'est toujours ça l'objectif. C'est le 1 sur 1. Disons que sur un nano VNA ou sur un macro VNA, on peut voir ces choses-là en réalité. Hein, donc on voit comment le fait de mettre une self en série, comment ça bouge, etc. Alors j'ai fait un petit truc pratique, je me suis dit voilà, on va essayer de faire un quart d'onde pour la bande, les bandes, qu'est-ce qu'ils sont là? On va essayer de faire des quarts d'onde pour la bande 145 MHz. Je pars de la théorie. Lambda quart mécanique, c'est 341 mm. Y compris le facteur de vélocité. Donc c'est 341. Alors, quand je suis devant ce problème-là, je ne sais pas très bien comment je vais l'aborder. Donc, quand on est dans l'industrie,
en général, on y va par approximation graduelle. Donc, j'ai fait un câble de 350 mm, coupé comme ça. J'ai fait un câble de 370 mm, 20 mm de plus, et j'ai fait un câble de 390 mm. Il est évident que quand on commence à faire des choses comme ça, il vaut mieux avoir une méthode de mesure et un calibre. Quelque chose qui... Moi j'ai fait ça sur une planche en bois avec une règle métallique et de quelque chose de façon à caler le câble d'un côté pour voir exactement où j'allais le couper. Alors, les résultats. Donc, résultat avec un connecteur N d'un côté et libre ouvert de l'autre côté. Je commence donc par une simplification du problème. Je vais mettre un connecteur que d'un seul côté. Et je vais prendre 3 longueurs différentes qui sont à peu près dans les alentours de ce que je dois avoir. 350 mm, fréquence du quart d'onde, 157,190, 370, 146, 420. Ça pourrait commencer à être bon. Hein. Il est quand même pas mal. Pierre, quand tu traces la coupe, c'est sur une droite ou ça fait une coupe, les points ici? La fréquence en fonction de la longueur. La fréquence de quart d'onde en fonction de la longueur, tu peux faire une règle de 3 pour le trouver avec, en partant de... Ah oui. Pour l'instant, j'en suis à la bague de Smith. D'accord. Oui. Avec mon curseur, je vois une courbe ici, Oui. superposée. Et donc je vais me mettre ici où c'est un court-circuit. Et donc je vais jouer avec mes 2 boutons du curseur sur mon anneau VNA pour savoir quelle est cette fréquence-là. Donc lorsque j'ai pris ici 350 mm, eh bien la fréquence ici à cet endroit-là, la fréquence à cet endroit-là, c'était 157 et quelque chose. Et donc ça va me donner une première plage où je vais pouvoir travailler. Ça, je suis sûr que ça résonne sur 157, 190. Je crois que la question de Thierry était si je prends la différence entre 146 et 139, est-ce que je peux trouver que c'est 390, etc. C'est linéaire. Alors, dia suivante, je pense que la réponse se trouve là. En première approximation, voilà. Et j'aime bien le dire, en première approximation, parce que ce ne sera pas ça peut-être la valeur finale. Mais 20 mm, ça correspond à 7,3 MHz. Donc 1 MHz, c'est à peu près équivalent à 2,7 mm. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment tailler un quart d'onde, ça va être relativement difficile. Parce que pour le moment, je n'ai qu'un... Pour le moment, je n'ai toujours qu'un bout, comme dirait Raymond Davos, avec un connecteur d'un côté et ouvert de l'autre. Donc là-dessus, je devrais monter un connecteur. Alors, je mesure comment? Je sais, d'après le manuel, les notes de câble couche, que je dois couper ici 10 mm. Je devrais toujours couper 10 mm pour faire ma mesure. Bien faire attention, comment on va couper? Dia suivante. Donc on aura, une fois qu'on a, et ça je ne l'ai pas fait, on aura le 350 mm brut qui va donner une fréquence, le 370 qui va donner une fréquence et le 390. Et à partir de là, je pourrai rétrécir mon champ de mesure et arriver à dire, voilà, brut, calculé brut, je dois avoir ici 375 mm par exemple. Mais vous voyez que ça vient au millimètre près, hein. Je dirais même au demi-millimètre près. Oui, exact. Mais toi, tu en as fait.
Oui, oui, les câbles du duplexeur de ON0AG de Liège, ça a été taillé au millimètre près dans de l'Ecoflex 15 et je vous assure bien que Alors, j'ai dû faire un certain nombre de câbles avant de dire ces 6 câbles-là. Bon, et en plus, j'ai mis les plus longs du côté RX et les plus courts du côté TX pour vraiment avoir la fréquence TX et RX. Donc j'ai poussé le vide jusque-là. Donc voilà. alors, moi je suis un novice, j'y connais rien. L'autre jour, sur le relais, on m'a dit que la longueur du câble coaxial n'avait pas d'importance. Alors ici, on parle de millimètres, ça, j'y comprends plus rien. Bonne question. C'est pas ce qu'on a dit exactement. C'est ce que moi, qui n'y connais rien, ai compris. Oui, bonne question. Et du coup, c'est effectivement, c'est pas exactement ce qu'on a dit, puisque ce qu'on a dit exactement, c'est la longueur du câble ne change rien pour une impédance de 50 ohms. Et donc, on vient de voir que la longueur du câble nous fait tourner sur le diagramme, mais si on est au centre et qu'on tourne, on reste au centre. Voilà, exact. Donc, comme les 50 ohms est au centre, pour une impédance de 50 ohms, la longueur du câble n'influence pas. Mais le plus important, c'est pour 50 ohms. Pour 50 ohms sur une fréquence spécifique. Ah ben, si tu as une résistance, pure résistance de 50 ohms, ce sera 50 ohms, quelle que soit la fréquence. Quelle que soit la fréquence, on va dire. Entre guillemets. Alors, Je vous dis entre guillemets, je suis pas totalement d'accord. Moi je suis avec plutôt la pensée des ancêtres. Pas la pensée moderne. Par expérience. Dernière petite expérience, on a connu au Cardon. Oui, c'est vrai. Jusqu'à présent, c'était... Bon, ceci va nous conduire au fait qu'on va pouvoir déterminer. Il faut aussi rester dans les mêmes conditions de l'atelier. C'est-à-dire que quand on taille dans du câble, il faut garder le même fabricant. Oui, d'un fabricant à l'autre, ça peut facilement varier d'un millimètre ou même point. Il faut utiliser les mêmes types de connecteurs du même fabricant. Donc il faut garder vraiment une constance rigoureuse, non seulement au millimètre près, mais au type de câble. Des morceaux de câble du même rouleau de câble. Du même rouleau de câble. Parce que entre ce que la petite dame italienne vend et la dame allemande, il peut y avoir des différences. Oui. Les câbles couchent en rouge et les autres. Alors, dernière chose, et je n'ai pas fait de dire là-dessus, j'ai pris un câble et j'ai fait un court-circuit. Je l'ai fait de façon très barbare. C'est-à-dire que j'ai laissé dépasser les noquettes de soudure, les petits fils, je les ai rabattus et puis j'ai été mettre des sploches de soudure dessus. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. c'est comme ça qu'on fait. J'aurais pu faire un petit disque en cuivre, feuillard de cuivre, etc. Et donc à ce moment-là, on va avoir notre abaque de Smith et on va avoir notre courbe et c'est ici qu'elle va. Forcément. Donc, là tout à l'heure, pour le cadran de couvert, on en était là, on était de l'autre côté et on mesurait là. Donc on part ici peut-être, quand on fait un balayage comme ça, on part de, je sais pas moi, 140 à 160 MHz et on va retrouver la valeur ici du croisement. Donc vous voyez que ce petit jouet de 40 €, ça peut nous donner beaucoup d'indications, ça peut nous éclairer au point de vue de la théorie. Et vous voyez que jusqu'à présent, je n'ai fait vraiment que de la pratique. Je n'ai vraiment été voir. La seule chose que je vous ai demandé de retenir, c'est R plus JX et R moins JX. Ça doit être tout de suite. Alors, le nano VNA peut être utilisé à partir d'un PC avec un programme que l'on appelle nano VNA Save. Pour garder une trace, on peut faire fonction de contrôle et à ce moment-là, on va pouvoir déplacer, on va pouvoir le sauver comme une trace. On peut modifier les paramètres VNA en connectant un ordinateur et grâce à PuTTY modifier les paramètres. Plusieurs excellentes vidéos de W2 Alpha Echo Whiskey. Oui. Je vous conseille de les voir et de les revoir aussi sans modération. C'est très bien, c'est excellent. Moi j'ai essayé de vous montrer comment on the field, comme on dit, dans le champ, sans jeu de mots, on fait les mesures. J'ai malheureusement eu
que le temps est parti. Donc le temps, il est parti. Et donc, voilà, on peut s'amuser pendant des heures et des journées à faire des mesures ainsi. Si vous avez les possibilités financières, je dirais, prenez un grand nano, un macro VNA. Et sinon, avec un petit, on peut déjà bien s'amuser. On peut bien s'amuser et voilà. Vous voulez des références du... Nous sommes à la fin de la démonstration.